Bonjour à tous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au mythe ou bien à la réalité du soldat africain servant de chair à canon à l'armée française. Soldat africain, et même dirais-je, soldat colonial tout court, puisque l'Empire français incluait l'Indochine. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle fut la contribution des soldats africains, indochinois, et s'ils ont vraiment été utilisés comme de la chair à canon. Je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire de définir notre sujet. Quand on parle de soldats africains et indochinois, on entend par là des soldats indigènes, c'est-à-dire des natifs, des habitants des colonies africaines progressivement conquises par la France, et non pas des soldats français qui vont combattre en Afrique. En effet, il existait une armée d'Afrique, en Afrique, comme son nom l'indique, mais qui était composée à la fois de soldats français de métropole et à laquelle furent progressivement agrégées des unités indigènes plus ou moins autonomes. L'Algérie est un cas particulier, puisque sa conquête fut assez longue et qu'en raison de la colonie de peuplement qu'elle est devenue, il y avait quand même pas mal de pieds noirs dans les troupes d'Afrique du Nord, comparativement au Maroc ou à la Tunisie, qui sont devenus des protectorats de la France, mais qui n'étaient pas des colonies de peuplement. Nous allons faire quasiment directement un saut à partir de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que le processus de montée en puissance et de création d'unités de soldats africains, nord-africains et indochinois est globalement le même si les effectifs engagés vont être différents. En gros, on commence avec quelques unités, on les évalue, on voit ce que ça donne, et en général, on préfère les recruter parce qu'elles sont moins chères, elles sont résistantes aussi au climat local. Puis par la suite, on en déploie plus, or, tout cela reste quand même relativement limité en nombre. C'est à partir de 1914 que les choses deviennent intéressantes. Les troupes métropolitaines engagées entre 1914 et 1918 vont représenter au total 7 800 000 hommes, tandis que les troupes indigènes vont totaliser 580 000 soldats, ce qui nous donne un effectif d'environ 7,5% de soldats qui furent des soldats indigènes. Pour être un peu plus concret, l'Afrique du Nord représente seule 270 000 soldats. L'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, compte 163 000 soldats. L'Afrique équatoriale française, 17 920, c'est-à-dire 18 000. Et l'Indochine, 50 000. Madagascar, 42 000. Je l'avais oublié. Quel est donc ce fameux taux de perte ? Eh bien, le taux de perte des soldats métropolitains, des soldats français, il est de 18%, ce qui est vraiment énorme. Vous vous souvenez certainement de vos leçons lorsque vous avez appris les chiffres de la Première Guerre mondiale. À peu près 1 400 000 morts, ce qui fait 18% des effectifs. Pour les troupes indigènes, on se situe aux alentours de 70 000 morts, ce qui fait quasiment 12% de pertes. Or, en réalité, les chiffres sont à peu près équivalents puisqu'un grand nombre de mobilisés en 1918 n'ont pas eu le temps d'être envoyés en France, que le conflit avait déjà pris fin. Autrement dit, les taux de mortalité sont les mêmes. Conclusion, les soldats africains ne furent pas la chair à canon pour la France lors du premier conflit mondial, comme nous venons de le voir avec ces simples chiffres. Alors pourquoi cette rumeur tenace de soldats africains chair à canon ? C'est après l'échec cuisant de l'offensive du chemin des dames que cette polémique est née. Le député sénégalais Blaise Diané, m'excuserez pour la prononciation, qui plaide pour une extension de la citoyenneté française à tous les combattants africains, accuse dans un comité secret, rendu public plus tard, le général Mangin d'être le boucher des Noirs. Pourquoi cela ? Parce que ces unités ont subi de lourdes pertes lors de l'offensive du chemin des dames. Mais le député ne visait pas Mangin comme ayant volontairement sacrifié ses soldats. Non, il le visait comme un général qui avait utilisé à mauvais escient des troupes et qui avait subi de grosses pertes. C'était donc pas en raison de leur couleur de peau que les pertes avaient été élevées, mais qu'elles avaient été, les troupes africaines en l'occurrence, mal employées. Pour l'anecdote, comme vous le savez, ce fut un revers stratégique majeur pour l'ensemble des troupes françaises qui ont été engagées dans cette offensive, y compris les soldats métropolitains. Le débat a fait couler beaucoup d'encre chez les historiens français. Et un historien, Marc Michel, a décidé de se pencher sur la question. Chiffre à l'appui, il démontre que les Noirs n'ont pas été plus sacrifiés que les Blancs, voire un peu moins. Pour autant, certains ressentiments des populations africaines ne s'en démentent pas après la guerre. Pourquoi alors ? Parce que plus que les pertes, l'origine de ce sentiment est à rechercher dans les reclassements de sortie de guerre, notamment dans les règlements des pensions. Les décisions prises privilégient les Blancs. Avant que nous nous attaquions à la Seconde Guerre mondiale, j'en profite pour formuler quelques précisions. Et l'une des raisons qui faisait qu'on embauchait, si je puis dire, ces soldats, c'est qu'on avait besoin d'hommes, tout simplement, de soldats de qualité suffisante. Ne pas oublier que la France avait un sérieux problème démographique. Elle avait un déficit démographique comparé aux Allemands, qui étaient 60 millions lors de la Première Guerre mondiale, alors que nous étions 40 millions, et ils étaient 80 millions lors de la Seconde Guerre mondiale,
alors que nous étions 40 millions. Et c'est ainsi que le recrutement de soldats africains, nord-africains, indo-chinois était vu comme une sorte de palliatif pour essayer de compenser ce problème, ce vide démographique, si je puis dire. Et c'est le sens du livre du général Mangin, La Force Noire, qui justement militait pour la création d'une armée africaine, en raison aussi de leur qualité guerrière. Petite précision, les tirailleurs sénégalais, c'est un terme employé pour les soldats noirs, alors qu'à la base, c'était vraiment pour les Sénégalais. C'est un tirailleur bon marché, et oui, le soldat français coûte environ 2000 francs par an, et le soldat sénégalais coûtait 980 francs, ce qui prend en compte la solde et les primes d'habillement, les vivres, la ration pour les femmes de tirailleurs et les primes d'engagement et de casernement. Petite précision, si vous ne le saviez pas, il y a aussi des distinctions qui sont faites selon les ethnies dans le sens où je parle en termes de qualité militaire. Ce sont bien les Sénégalais du Sénégal qui sont réputés comme étant les meilleures unités. En particulier l'ethnie Bambara, qui est une ethnie où les individus, les hommes, sont de grande taille et robustes. Petite précision également concernant les Nord-Africains, qui sont employés lors de la Première Guerre mondiale. Il faut aussi savoir que les comptes rendus de ces soldats sont bonnes, si on en croit, les états-majors. En 1918, les régiments d'infanterie nord-africains, qui rentrent dans la composition d'une quinzaine de divisions, figurent au tableau des plus décorés de l'armée. Ils se sont illustrés en particulier sur la Marne en 1914, à Verdun en 1916 et lors de la campagne victorieuse d'avril à octobre 1918. Quelques détachements ont également servi à l'armée d'Orient et en Arabie. Et parmi les facteurs qui expliquent justement ces résultats, d'abord, on peut noter l'application aux soldats musulmans d'une discipline jugée équitable et non discriminatoire, l'égalité en matière de solde, la prime versée aux conscrits ainsi que des indemnités aux familles des soldats. Certaines mesures ont pour but de préserver leur identité religieuse, respect des interdits alimentaires, présence d'imams, inhumation selon le rite coranique. Et en 1940 alors, quel est le tableau ? En 1940, l'armée française, troupes indigènes comprises, comprenait 5 millions de soldats. Il y avait 176 000 Algériens, 80 000 Tunisiens, 80 000 Marocains, ce qui représente 336 000 hommes pour l'Afrique du Nord, 180 000 pour les Sénégalais, c'est-à-dire les tirailleurs d'Afrique noire, et 124 000 pour les Indo-Chinois, les Malgaches, etc. Petite précision, dans l'Afrique du Nord, pour les effectifs de l'Algérie, on comprend dans ces troupes d'Afrique les pieds noirs, c'est-à-dire les Européens. Ce qui nous fait qu'un soldat sur 10 dans l'armée venait des colonies, ce qui représentait 10% de l'armée en 1940. Pour approfondir notre sujet, il est important de comprendre le contexte historique et les motivations derrière l'utilisation des soldats africains et indo-chinois par la France. L'empire colonial français, au début du XXe siècle, s'étendait sur plusieurs continents, incluant l'Afrique, l'Indochine et d'autres régions. La France, comme d'autres puissances européennes, avait besoin de main-d'œuvre pour ses armées, notamment en période de conflit. La Première Guerre mondiale a été un tournant majeur dans l'utilisation des troupes indigènes. Les soldats africains et indo-chinois ont été recrutés pour combler les besoins d'effectifs, surtout en raison du déficit démographique par rapport à l'Allemagne. Les troupes indigènes ont joué un rôle crucial dans les deux guerres mondiales. Concrètement, on estime à 490 000 hommes le total des effectifs français engagés en Indochine entre septembre 1945 et juillet 1954. La part des Français de métropole et d'outre-mer est de 50% et celle des légionnaires de 15,15%. Le reste se ventile en quasiment 123 000 Nord-Africains et 60 000 Africains, collectivement désignés comme Sénégalais, et donc ils représentaient un tiers des effectifs. Il y avait 250 000 réguliers autochtones et 270 000 supplétifs autochtones, vietnamiens en grande majorité. Et pour autant, comme vous le savez, la France a perdu la guerre du Vietnam. Et pour ce qui est des pertes, nous avons vu que pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était le même taux de pertes pour ces unités. Et pour l'Indochine, les pertes sont à peu près proportionnelles. Et en revanche, les pertes de la Légion sont beaucoup plus importantes en proportion des effectifs. Là, on va jusqu'à 18% du total. Ainsi donc, comme nous venons de le voir, les soldats africains et coloniaux dans leur ensemble ne furent pas employés comme de la chair à canon. Ils ont par contre parfois eu des difficultés pour obtenir des reclassements et des pensions équitables, puisque les décisions prises privilégiaient souvent les soldats métropolitains, ce qui a pu alimenter des ressentiments et des critiques. En conclusion, les soldats africains et indo-chinois ont joué un rôle crucial dans les deux guerres mondiales, puis également dans la guerre d'Indochine. Leur contribution a été reconnue, mais ils ont souvent été victimes de stéréotypes et de préjugés. L'idée qu'ils ont été utilisés comme de la chair à canon est une légende tenace, mais elle est en grande partie due aux conditions de leur service et aux critiques des généraux français. Les soldats africains et indo-chinois ont souvent été motivés par des raisons variées et ont fait preuve d'une grande résilience et de courage. Leur contribution doit être reconnue et honorée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer,
appuyez sur le pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez également commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!